Toutes, hein. On va parler de ce qu'on appelle des clés vives. Clés vives, ça se traduisait en anglais par live stick. Voilà, ça c'est une clé vive. Oui, celle-là. Les autres. Donc Linux, c'est dans la poche. Voilà, c'est dans la poche. Là, j'ai emprunté quelques grisebouilles à un de nos illustrateurs qui expose et on y va. Voilà, donc Linux c'est dans la poche. L'idée c'est d'avoir une distribution nomade qui tient sur peu de place et qu'on peut déplacer d'un endroit à l'autre. Alors un petit peu d'histoire, il y avait un projet qui a démarré en 2005, donc c'est déjà de l'histoire un petit peu ancienne. Projet Freedux, ça a été la première distribution sur un support vif, à l'époque c'était un CD-ROM. C'est une distribution éducative, c'est la première du genre. Et bon, ce projet a été soutenu par l'UNESCO, a continué à croître. Là maintenant, les CD-ROM, on ne pouvait pas écrire dessus, on ne pouvait pas faire une mémoire de nos réglages courants, donc on utilise plutôt des clés USB, ça va mieux. C'est utilisé en tout cas dans le lycée Jean Bart où j'enseigne. Il y a des collègues qui ont repris le concept et qui ont développé eux-mêmes des distributions dérivées dans d'autres lycées de ma région. Donc c'est dans le nord, à Dunkerque, et l'autre collègue c'est un petit peu plus loin dans le nord aussi. C'est basé sur Debian. Alors pourquoi Debian? Parce que je suis développeur Debian et qu'il y a bien assez dans l'écosystème Debian pour faire un environnement éducatif. Le concept, une clé USB suffisante, ça se trouve à moins de 10 €. Donc on peut demander aux élèves ça comme un matériel scolaire, vu que je suis enseignant et que c'est utilisé par des élèves à qui j'enseigne. Ça fait moins cher qu'un livre scolaire. Bon, maintenant une clé comme ça, 16 Go, on sait mettre un système complet. La distribution GNU Linux permet ce type d'utilisation frugale. Frugale, ça ne veut pas dire inefficace, hein. Ça veut dire on utilise peu d'énergie, on utilise peu de matériel, mais ça marche bien. Et la Logitech Debian donne accès à des dizaines de milliers, j'ai arrêté de compter il y a quelques années, des paquets, tous sont vérifiés, signés par leur mainteneur et dans les bons cas, signés aussi par leur auteur. Comment est-ce que cela s'installe? Eh bien, pour l'installer, vous allez sur un site web, c'est le site de Freedux, donc usb.freedux.org. Et pourquoi faire installer ça? Eh bien, quand l'ordinateur est démarré, hein, on dit en anglais booté, sur une clé, il fonctionne presque aussi vite que si le Linux était natif sur l'ordinateur. En tout cas, je dégoûtais mes collègues parce que ça fonctionnait plus vite que le Windows qu'il y avait à côté. Quand le système est sur clé, tout est dans la poche. Vous ne laissez pas de traces sur le disque dur. Hein, vous pouvez l'utiliser en mode furtif, c'est-à-dire que toute trace de votre activité pendant la session où vous avez travaillé reste à l'intérieur de la clé. Donc partout chez soi, quel que soit l'ordinateur, enfin sous réserve que l'ordinateur ne soit pas verrouillé par ce qu'on appelle le Secure Boot, qui a tendance à sécuriser un acteur. La distribution dont je parle est désignée par Freedux JBar pour le corsaire Jean Bart, qui avait à un moment donné libéré plusieurs navires de blé permettant à la population de Dunkerque de survivre à un blocus des Anglais. Freedux, initialement distribué sous forme de DVD-ROM, a été en version 1.5 la première, téléchargé des dizaines de milliers de fois, et c'est ce que je vous avais annoncé maintenant, c'est sur clé USB. Alors, un peu de technique. Quand vous avez cette clé USB, en fait, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a deux partitions, comme sur le CD-ROM d'installation de Debian. C'est-à-dire, en fait, quand je présente la clé à un système naïf, mettons Windows au hasard, il se dit, tiens, ça c'est pas une clé USB, c'est un CD-ROM externe.
Et en fait, il voit les deux partitions qui sont un DVD-ROM iso-hybride, c'est-à-dire qu'il y a l'équivalent en lecture seule d'un DVD et une zone qui sert au démarrage. À ça se rajoute une partition qui couvre tout le reste de la clé, qui est au format UXT4, qui est donc le format reconnu nativement par Linux. Et il permet la persistance des données. C'est quoi la persistance des données? C'est quand j'arrête ma session, par exemple, tous les réglages que j'ai fait. Si j'ai changé le fond du bureau, c'est un réglage, il est enregistré sur la clé. Si j'ai enregistré un texte que j'ai saisi, il est enregistré de la même façon, c'est sur la clé et ça s'appelle la persistance puisque c'est bien séparé de la zone qui est le DVD en lecture seule qui contient le système, disons, en réglage d'usine. Le système, je peux le faire évoluer aussi. Si je veux rajouter un paquet, je rajoute un paquet. Je peux même mettre à jour un paquet, auquel cas l'ancien paquet qui était dans la zone DVD est caché par le nouveau. Par contre, tout ce qu'on fait de nouveau va dans la zone de persistance. Comment ça boot? Alors, nos ordinateurs personnels, la plupart du temps, ils sont basés sur des cartes mères et ça peut fonctionner que si vous mettez un support de stockage de masse, un disque quelconque. Ils ont un petit logiciel de démarrage. Maintenant, c'est la norme UEFI qui est utilisée. Là, j'ai un vieil ordinateur qui n'avait pas cette norme. Les anciennes normes sont supportées elles aussi. Si l'ordinateur vient avec Windows préinstallé, alors là, il y a beaucoup à parier qu'il est réglé avec ce qu'on appelle un Secure Boot, qui sécurise parfaitement l'ordinateur contre tous les logiciels malveillants, donc contre les clés USB. C'est parce que la seule signature qui est reconnue est celle de l'entreprise Microsoft. Donc là, il faut rechercher comment on désactive cette fonctionnalité qui est fort utile pour le monopole et pouvoir démarrer. Le démarrage de FreeDuc en mode UEFI se fait sans la signature de Microsoft, mais avec la signature de Debian. Et donc voilà, on désactive et ensuite lors du démarrage, il faut faire un choix, ne pas démarrer sur le disque dur, démarrer plutôt sur la clé USB. Alors le choix du démarrage, on ne peut pas démonter le disque dur du PC, enfin si on peut, mais on ne le fait pas. Donc le plus souvent, le BIOS est configuré pour démarrer sur le disque dur. Il faut trouver comment faire autrement. Pour tous les modèles d'ordinateur, il y a moyen de choisir le mode de démarrage. Les gens l'ignorent le plus souvent. Alors le malheur, c'est que la méthode n'est pas standardisée. C'est pas pareil d'un ordinateur à l'autre. Alors au pif, vous pouvez toujours essayer les touches F8, F9, F12 après l'allumage de l'ordinateur, mais il vaut mieux se renseigner. Donc j'ai été sur un site tomshardware.com et j'ai recopié, vérifié quelques-uns des trucs qui étaient conseillés. Donc voilà. Alors il y a F2, Dell, F2, Dell, F2, F12, Dell, F2, F8, F10. J'en passe des meilleurs. Selon le type d'ordinateur. Quand vous démarrez, il y a un premier écran qui s'appelle l'écran de boot. Il suffit de laisser faire. Au bout de 5 secondes, il passe à la suite. Alors pour les curieux, si pendant les 5 secondes vous appuyez sur une touche, il y a moyen de donner des options supplémentaires. Si vous n'êtes pas content du français, vous pouvez peut-être tenter de le démarrer en danois ou en espagnol. Voilà, démarrage deuxième écran. Alors démarrage deuxième écran, on a mis quelque chose de joli pour dire les logiciels libres sont à partager sans compter. Et pendant le démarrage, pour les curieux, si vous appuyez sur les touches fléchées, vous pouvez voir défiler les messages du noyau, du kernel. Ça vous permet de voir si jamais ça bloquait, à quel endroit précis cela bloque. Et c'est le genre de choses qui permet de déverrouiller un souci. Mais j'ai rarement vu des soucis quand le démarrage était activé, du moins sur la diversité de machines qu'on a laissé Jambar. Voilà, ça y est, on arrive sur le bureau, donc le menu est en bas à gauche. Voilà, ici, quand on déroule le menu, on a un certain nombre d'applications.
le bureau s'appelle un bureau Cinnamon. Alors un bureau Cinnamon, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce qu'on appelle les préférés, hein, les favoris, ils sont tout à gauche, un seul clic et ça démarre. Vous avez une liste de catégories, et quand une catégorie, par exemple programmation, quand la catégorie est déployée, vous avez toutes les applications qu'on peut lancer. Vous pouvez aussi faire en sorte que, par exemple, l'application Genize se retrouve dans la barre en bas. Vous pouvez rajouter ce genre de choses, un clic de droite, et ça se fait assez facilement. Voilà, il y a quelques dizaines d'applications donc qui ont été choisies pour l'enseignement, dans l'enseignement secondaire, c'est-à-dire collège, lycée, mais bon, quelques-unes sont aussi valides pour l'enseignement supérieur. Alors, voilà. Debian, il y a des dizaines de milliers de paquets. Pour les quelques dizaines d'applications éducatives que j'ai mises, il y a des paquets supplémentaires qui sont rajoutés parce que la distribution Debian, c'est une granularité très fine. Il y a un jeu de dépendance qui fait que vous demandez tel paquet, il va chercher 4 ou 5 autres paquets qui sont nécessaires pour le fonctionnement, lesquels paquets peuvent servir aussi pour d'autres logiciels, hein. Donc il y en a plusieurs qui sont en tâche de fond ou présents pour intervenir, par exemple des bibliothèques de logiciels qui vont intervenir seulement s'il y a besoin. Donc il y a de la bureautique, graphisme, édition multimédia, accès Internet. J'ai un petit peu peaufiné tout ce qui était l'intégration au service du réseau pédagogique. Alors je dis pas que ça a marché du premier coup pour d'autres établissements scolaires. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des collègues. Mon établissement il est réglé plutôt autrement. Bon, en disons quelques échanges de mails, on arrive à trouver la solution pour que le truc se mette sur mesure. Et les applications éducatives sont surtout pour les sciences, les maths, la programmation et un petit peu plus, il y a de la comptabilité, économie, partition de musique, astronomie et conception assistée par ordinateur, c'est-à-dire les plans 2D, il y a aussi de la conception de circuits imprimés, des choses comme ça. Et une chose intéressante, un outil de clonage, c'est-à-dire que quand j'ai cette clé, et je me dis tiens, ce serait pratique que j'ai 20 clés parce que j'ai 20 élèves. Bon, c'est quelque chose qui se fait facilement dans la première partie de l'heure de cours. Si les élèves ont leur clé, avec ma clé, si j'ai un ordinateur de bureau qui a 4 prises USB libres, on fait 4 clés supplémentaires. On redémarre d'autres ordinateurs dans la salle et on en a 5 qui sont capables de faire du clonage. La génération suivante, il y en a effectivement 20. Quand vous faites ce type de clonage, vous ne clonez que la partition. Ah oui, bon, voilà, c'est la multiplication des GNU Linux, hein. Quand vous faites ce clonage, ça va assez vite. Si les clés sont USB 3, en général, le clonage dure 5 minutes. Donc, vous faites le compte. Pour arriver à 20-25 clés, ça peut aller assez vite. Bon, je ne vais pas vous infliger la vidéo où on montre ça. C'est une autre possibilité, j'en parlerai après, c'est cloner en direction d'un disque dur. La sécurité du clonage, parce que bon, là, on a un comportement qui est typiquement viral. Un truc qui s'auto-reproduit, c'est viral. Donc l'image de la clé est téléchargeable depuis usb.freduc.org. Son auteur, c'est moi. J'ai signé les fichiers avec ma clé GNU Privacy Guard, GPG. Elle fait partie du réseau de confiance Debian. Par exemple, si vous avez une distribution Debian-like, ça peut être aussi bien Ubuntu, vous pouvez vérifier que la clé est bien dans le trousseau de clés qui est accepté comme réseau de confiance. Quand vous clonez, seule la partition Freduc sortie d'usine, c'est-à-dire la partition DVD, est clonée. Aucune donnée personnelle ne fuite. Hein, ça c'est important parce que il ne faudrait pas que vos réglages et surtout vos données sensibles aillent vers une autre clé quand vous clonez. Bon, alors la sécurité, c'est aussi des détails, hein, vous attachez quelque part parce que bon, juste le petit bout là, c'est facile à perdre, hein, faut être honnête. Mais c'est pas plus difficile à perdre que des clés de voiture ou de maison, hein. Vous pouvez tenter tout et n'importe quoi.
C'est-à-dire, moi, quand je donne un système à mes élèves, bah, il faut qu'ils puissent apprendre. Donc, il faut qu'ils puissent faire des conneries. Dans les conneries, par exemple, il y en a une qui consiste à effacer tout depuis la racine. Bon, ben, pas de problème. Si vous faites ça avec Friduc, vous pouvez le faire. Ensuite, bon, vous pleurez. Monsieur, ça marche pas. Bon, pas de panique, hein. On efface la persistance et tout revient normal. Bon, on perd bien sûr éventuellement des données. Mais tout remarche normalement. Ah oui, c'est ça, restaurer une clé Friduc endommagée. Donc c'est le logiciel de clonage, il a une annexe qui permet de faire ça. Mais avant d'effacer la persistance, on a le droit de récupérer toutes les données personnelles de la clé fautive, au cas où elle serait encore accessible, hein, parce qu'elle pourrait être accessible. On peut ensuite effacer la partition de persistance. Il y a un truc que j'ai oublié, on peut aussi enregistrer la liste des paquets qu'on aurait mis à jour ou qu'on aurait installé en plus. Et voilà. Bon, j'avais prévu de parler 20 minutes, j'ai été un peu plus vite. Est-ce que vous avez des questions? Je démarre peut-être une clé Friduc. Quelle taille fait la partition de DD? Oh, disons que sur la version de l'année 2020, c'était 3 Go et demi. Mais attention, hein, c'est comprimé. C'est comprimé, ce qui fait qu'on a l'impression que ça va très très vite. Parce que là, les machines de maintenant, depuis facile 8 ans, hein, elles sont souvent multiprocesseurs. Donc il y a un processeur qui s'occupe de décomprimer les trucs à la volée, si bien que même si la clé est un petit peu lente, bah, on a l'impression qu'on a beaucoup de données qui sont accessibles vite. Oui. Sur la recopie des clés, c'est un bête DD ou c'est un peu plus sophistiqué, mais tu peux faire avec un bête DD. Ça marche parfaitement. C'est-à-dire que... Attends, ce que je vais faire... là, vous n'avez plus besoin de voir le schéma de l'oreille interne. Hein. Je peux donc aller sur le site où il y a les explications. Donc on disait usb.friduc. Ouais, j'ai manqué un E. Voilà, .org. Voilà. Alors on va le faire façon personne pressée, téléchargement, faire une clé Friduc. Alors effectivement, sous Windows méthode grossière, on télécharge juste 16 Go zippés qui tiennent, attendez, je vais prendre le modèle d'avant, qui était un petit peu plus modeste en taille. Le tout récent n'est pas encore totalement stabilisé. Voilà, bon ben tu vois, 3,5 Go. Là, c'est juste une clé, alors attends, sous GNU Linux, méthode astucieuse. Et qu'est-ce qu'on nous conseille? On prend en ligne de commande, on repère quel est le disque, et puis tu peux faire avec des dés. Là, du coup, ça vous oblige à avoir une clé de capacité minimale de l'image DD. Ouais, tu pourrais faire avec 8 Go, mais il n'y aurait pas beaucoup de place pour la persistance. Mais regarde, quand tu vas dans un supermarché, est-ce que tu trouves vraiment des clés de 8 Go maintenant? Bon. Enfin, si, des porte-clés cadeaux, mais les porte-clés cadeaux, les élèves qui essayent, ils sont vite déçus, hein, parce qu'il y a la vitesse de lecture-écriture qui est vraiment minable. Oui. Vous n'avez pas eu trop de soucis sur, à cause des écritures, des clés qui cassent? Qui cassent? Non, de la casse, non, j'en ai pas trouvé. Sinon, bon, si vous voulez faire des trucs de luxe, il y a aussi des petits disques SSD qui se font. Voyons, je vais peut-être présenter un boot, donc à faire. Alors. Voyons ça. Toc. Toc. Et puis je vais faire redémarrer. Alors là, j'ai un ThinkPad. ThinkPad, c'est faut appuyer sur Entrée et Espace. Donc Entrée. Ah non, bon, j'avais déjà réglé pour qu'il démarre sur une clé. Oui, on peut faire ça.
On peut dire à l'ordinateur, si jamais tu rencontres un DVD USB, tu démarres d'abord sur le DVD USB avant de démarrer sur... Voilà, comme c'était réglé. Ah, ordinateur pas d'entrée. Bon. Ah oui, c'est normal. C'est le changement de résolution. Voilà. C'est en train de démarrer. Alors oui, j'avais dit pour les curieux, on appuie sur une touche fléchée et on voit bon, des trucs abscons qui défilent. Voilà, ça y est, le démarrage est fait, donc encore changement de résolution et on arrive au bureau. Voilà. Bon, le fond d'écran, vous le changez. Ah, il faudrait que je règle ça pour que ce soit pareil des deux côtés. Alors, voyons. Toc. Les applications, je dois voir Arrender. Voilà, ici. Donc, les écrans. Je mets la même des deux côtés. C'est 1024 x 768. Voilà. Ah non, VGA, il veut plus grand. Ah, voyons, résolution 1280-800. OK. Bon, alors celui-là, résolution 1280. Ah, oui, ils vont pas se mettre d'accord. Alors, 1024-768, les deux. 1024. Voilà. Les deux maintenant réglés pareil. Et vas-y, roule. Voilà, normalement, vous voyez quelque chose et je vois quelque chose. Ouais, bof. Bof, bof. Non. Excusez-moi, je perds du temps. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait à render ? Bon, si j'y arrive pas la deuxième fois, j'abandonnerai et je ferai comme j'ai l'habitude. Donc là, ah, bien. Voilà, et en fait, vous voyez sur quoi j'étais en train de bricoler. J'étais en train de bricoler avec le choix des modes. Donc là, le menu. Parmi toutes les applications, j'avais utilisé Arrender pour... enfin, c'est le genre de truc que je dois faire quand j'arrive dans une salle de classe. Mais en général, ce que je fais, c'est que j'ai des réglages... admettons, j'ai une salle de classe qui s'appellerait A303. J'enregistre mon réglage de la salle A303. C'est un petit script, il me le fait vite fait. Alors, j'ai des accessoires, bon, une calculette, un petit éditeur. Le Quartz Cloud, c'était pour harmoniser la machine avec le réseau local du lycée. Il n'y a pas beaucoup de choses pour l'accessibilité. Bureautique, donc la suite LibreOffice, bien sûr. Vous avez quand même TechMaker, c'est-à-dire que vous avez par derrière un système LaTeX à peu près complet, qui marche plutôt bien. La partie éducation est particulièrement développée, donc il y a de la chimie, de la physique. Il y a, je ne sais pas pourquoi il l'a mis dans éducation, oui, Filius, c'est câblage des réseaux. Qu'est-ce qu'on a de l'optique, chimie, là c'est de la mécanique, régressiste, disons traitement de signaux, on va dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre en éducation ? Oui, il y a les profs de maths qui m'ont demandé de mettre sine qua non. Là, par exemple, c'est une application qui fonctionne sous Windows. Donc, j'ai un émulateur Windows. La première fois que vous démarrez... Oui ? Pardon, c'est Wine, j'ai dit. Oui, c'est ça. Et puis, bon, les applications là fonctionnent avec Wine, donc on va pas se plaindre. Hein. J'essaye. Pas tout, hein. Sine qua non. Allez, roule. Ouais, bon. Bah, oui, quand même. Voilà.
C'était le temps de démarrer Wine. Peut-être qu'après un premier démarrage, ça va plus vite la deuxième fois. Il y avait d'autres questions peut-être. Oui. Pour la partie intégration dans votre lycée, du coup, on ne vous a pas posé de soucis sur déjà du coup, pour le Secure Boot et pour l'accès au BIOS? Alors là, je suis bien avec tous les... Bon, tu as remarqué que j'ai un peu âgé, donc j'ai eu passer pas mal de responsables réseau au lycée. Bon, on commence chaque fois qu'ils commencent leur métier au lycée par prendre contact gentiment, puis je leur dis « Ah, j'ai une clé USB, tu veux l'essayer ?» tu sais, c'est drôlement embêtant avec Windows, il y a le Secure Boot. Il m'a dit « Ouais, t'inquiète pas. » Et on n'a pas eu d'attaque due au fait qu'on aurait désactivé le Secure Boot. Bon, mais peut-être que nos élèves sont des bisounours, hein, je ne sais pas. Et sur les logiciels qui sont installés par défaut sur les ordi des académies, notamment pour observer les écrans des élèves à distance? Bon, moi je ne suis pas fanat de ce genre de logiciel. Bon, si un collègue me le réclame sous Linux, je sais lui mettre des choses, mais non, j'ai pas mis des choses comme ça. En général, quand je veux observer l'écran d'un élève, je passe à côté de l'élève. Quand vous parlez de l'intégration au réseau de l'établissement, c'est jusqu'à quel point? Avec un AD par exemple? Alors, déjà le login. En fait, le login est fait par rapport à une base LDAP. Une fois que l'élève est identifié, il peut ouvrir une session qui ne sera pas celle-là. Celle-là, c'est user, enfin, une personne lambda, qui est quand même sudoer. Il va simplement se loger avec son identifiant habituel. Là, il va avoir un fond d'écran différent et une zone personnelle différente. Et des liens directs vers les partages, c'est-à-dire il y a un partage public, un partage commun, un partage programme, enfin, les liens apparaissent sur le bureau clairement. Voilà, et puis deux, trois petites facilités. Si par exemple il boot une machine chez lui, là, il a des liens pour accéder au cloud du lycée à travers un service. Le cloud, c'est OwnCloud en fait. Mais chez vous, le serveur, c'est un serveur Quartz. Alors, c'est du Quartz? Oui, c'est du Quartz. C'est du Linux, quoi. C'est une base Linux, oui. Et pourquoi il risque de se faire évincer un de ces quatre? C'est parce que c'est des programmeurs Perl qui ont fait ça. Bon, Perl, c'est un très beau langage, mais bon, on a fait des choses plus rapides depuis. Oui. Question. Sur les mises à jour, du coup, il faut reflasher la clé USB. Vous intégrez du coup la possibilité de changer juste la première partition? Je dirais, tu télécharges une nouvelle version, tu la mets à disposition sur une deuxième clé à côté, tu mets une troisième clé et tu utilises le logiciel de clonage, mais là tu choisis pas autoclonage, tu choisis clonage d'un fichier particulier, quoi. À vrai dire, ça c'est des développements que je ferai peut-être dans le futur, mais c'est un tout petit peu délicat, si tu veux. Ça veut dire je dois scier avec grande délicatesse la branche sur laquelle je suis assise, tout en faisant attention de ne pas tomber. Pourquoi pas? Oui, mais bon, c'est de l'acrobatie, hein. Oui. Comme vous le dire, vous utilisez quoi? C'est Grub. Enfin, je ne me suis pas tellement posé de questions, c'est-à-dire que si vous venez cet après-midi, même salle, donc c'est 15 heures, j'explique comment je crée ce type de clé. En fait, c'est l'outil qui sert à créer les clés d'installation pour Debian ou pour Ubuntu, c'est le même, hein, c'est Liveboot. Et ensuite, bon, c'est relativement facile, hein. Je ne vais pas faire la conférence, mais ce n'est pas un grand secret. Si vous installez Liveboot, vous avez tout l'outil. Par contre, la conférence de cet après-midi, c'est « et si je veux rajouter plutôt tel et tel paquet plutôt que les paquets qu'il y a par défaut, et si je veux rajouter Windows, et si je veux rajouter une configuration très particulière, style le fond d'écran qui n'était pas un fond d'écran standard, on fait comment ?» Hein, par exemple, là, j'avais d'emblée, enfin je vérifie, mais je crois que j'ai le tap, voyons, je tape, oui c'est bon, le tap fonctionne. Bon ben,
bizarrement, brut de décoffrage, le tap ne fonctionne pas. Bon, il y a 2-3 petites astuces, des choses comme ça. Il est l'heure. Merci. Merci. Merci.